La nouvelle, très attendue, est tombée ce 31 mars, suscitant une vive allégresse chez les uns, une terrible désolation chez les autres. Laurent Koudou-Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse, sont désormais libres. Après une décennie de procédure, ils ont été définitivement blanchis par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Alors, question, qui est donc coupable ? Qui est à présent responsable des violences inouïes qui ont entraîné la mort de plus de 3000 personnes au lendemain de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info qui vous propose un arrêt sur cette affaire qui a défrayé la chronique pendant une décennie avec les éclairages de Robert Yougbaré, maître assistant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Serge. Docteur en droit public avec des spécialisations en droit communautaire et international, en droit constitutionnel, mais aussi en organisation administrative. Vous êtes, M. Yougbaré, membre du conseil du laboratoire de droit public et de sciences politiques de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Docteur Yougbaré, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Périscope. Merci. Et pour cette émission, Périscope reçoit également Joachim Vokouma, journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Joachim Vokouma dirige et anime Casseto.net depuis juin 2016, après avoir longtemps séjourné en France, où il a notamment travaillé dans les magazines Jeune Afrique Économie, Continental, Marchés tropicaux et méditerranéens, ainsi qu'à Enjeux africains. Il a également été représentant de lefaso.net dans l'Hexagone. Il était un observateur averti des grands sujets et des enjeux politiques et économiques africains. Joachim Vokouma exerce avec pertinence, depuis plusieurs années maintenant, son regard critique sur l'actualité nationale et africaine. Monsieur Vokouma, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Périscope. Bonsoir, mesdames, messieurs, à nouveau. C'est le 129e numéro de votre émission Périscope que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Ça y est, le dossier Gbagbo-Blé Goudé est clos. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rejeté ce 31 mars l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par le procureur contre la décision d'acquittement des deux hommes prononcée le 15 janvier de la même année. Cette décision de la chambre d'appel vous surprend-elle, Robert Yougbaré? En toute franchise, non. Pas véritablement. Quand on a suivi le fameux arrêt d'acquittement, voilà, quand on connaît aussi tout le processus qui a conduit à là, je ne peux pas dire vraiment que j'étais surpris. Je pense que j'étais à 75% presque sûr que ça allait aboutir à ça. Qu'on arrivera à cette décision. Et Joachim Vokouma? Oh, pas surpris du tout. Pas surpris du tout? Pas du tout, parce que la première décision qui était intervenue après un très long procès. 3 ans. 3 ans. Pour moi, c'était la preuve qu'il n'avait pas réuni suffisamment d'éléments à charge pour condamner Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Donc, c'est pas, je crois que Mme Bensouda a fait appel par orgueil ou par, je sais pas, par d'honneur, voilà, pour ne pas se montrer vaincu, voilà, apparaître, voilà, perdre la face. Donc, elle fait appel pour le principe, mais je ne suis pas sûr qu'elle-même était convaincue qu'elle aura gain de cause en appel. Elle n'était pas convaincue, mais il a fallu quand même plus d'1 an, si je ne m'abuse, pour que cette décision tombe ce 31 mars. Les juges de la CPI avaient en effet ordonné la remise en liberté de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Une décision qui était jusque-là suspendue par l'appel du procureur et qui doit donc s'exécuter et qui se voit donc s'exécuter pleinement à présent. Robert Yougbaré, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cette décision implique, cette décision de la chambre d'appel de la CPI? Quelles en sont les conséquences juridiques? Peut-être 2 principales. Bon, il y a d'autres conséquences, mais bon, donc la toute première et la plus évidente, c'est
l'obligation de libérer les accusés. Donc Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont dorénavant libres. Libres, non pas seulement physiquement, mais également libres de toute accusation, de toute poursuite. Et là, justement, vient la deuxième conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'on ne peut plus poursuivre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo pour les mêmes faits, pour les mêmes, donc en partant sur les mêmes accusations, donc pour les mêmes chefs d'accusation. Pour les mêmes chefs d'accusation. Exactement. Nulle part dans le monde. Oui, il y a l'autorité des choses décidées, donc de la chose jugée. Donc voilà, ça c'est la principale conséquence, parce que ça voudrait dire que les portes sont fermées pour les opposants. On va dire pour ceux qui espéraient encore voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé derrière les barreaux ou en train de payer pour ces fameux crimes. Donc, tout est levé, il est lavé de tout soupçon, de tout affront, de toute condamnation. Est-ce qu'il y a des conséquences politiques aussi, Joachim Kokouma? Oui, juridiquement, comme dit M. Hugo Barré, juridiquement, ils sont lavés de tout soupçon, même si je ne suis pas sûr que du côté des victimes, des parents des victimes, il y a cet acquittement moral, en tout cas, le sentiment que, quelque part, voilà, il faut trouver bien un coupable et qu'il n'est pas forcément aussi, comment dire, il y est en tout cas pour quelque chose. Voilà. Politiquement, bon, il y aura certainement une redistribution des cartes. On avait déjà commencé à entrevoir un peu ce qui peut se passer lorsque la première décision était tombée. On a vu un balai à Bruxelles, Guillaume Sora était là-bas, le feu Premier ministre Ambak était là-bas, Ahmed Bakayoko. Bon, ça ce sont les émissaires officiels qu'on a vus. Je ne parle pas des émissaires officieux, des rencontres non médiatisées qui ont eu lieu à Bruxelles pour rencontrer Laurent Gbagbo, du côté du PDCI également. Donc toutes ces tractations-là ont commencé pour préparer un nouveau paysage politique qui peut se dessiner dans les mois à venir en Côte d'Ivoire, en dépit des élections qui viennent d'avoir lieu. En dépit des élections, pour préparer aussi le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est déjà acclamé sur tous les toits par ses partisans. Est-ce que vous y voyez des conséquences politiques, vous aussi, Robert Oubaré? Oui, je pense que c'est sur le terrain politique qu'il y a le plus à craindre. Enfin, je pèse bien mes mots, parce que le pouvoir en place a toujours vu Laurent Gbagbo comme un danger. Et donc, il valait mieux le garder très loin, voilà, pour éviter les troubles. Et malgré tout, on connaît sa force de frappe, bon, pour ne pas dire sa force de nuisance. Excusez-moi pour l'expression péjorative, non, mais sans arrière-pensée. Donc, je pense que politiquement, comme M. Bokoum l'a dit, il y aura une redistribution des cartes. Et j'espère que le pouvoir en place va garder son calme et ne pas céder à d'éventuels mouvements de provocation ou quelque chose de ce genre qui pourrait advenir. Parce qu'on est dans une situation encore fragile en Côte d'Ivoire. On a vu comment les élections se sont déroulées. Ce n'était pas vraiment l'inquiétude absolue. Notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Exactement. On a enregistré plus de 80 morts. Voilà. Il faut craindre justement qu'il y ait une résurgence justement des violences. Donc, je pense que le pouvoir en place doit garder son calme et peut-être même jouer à l'apaisement. De toute façon, jouer la carte de l'apaisement. Exactement. Bon, je pense qu'ils ont anticipé en nommant un ministre de la réconciliation. Je pense que c'est en vue de préparer le terrain. Donc, en vue de préparer le terrain, en tout cas, la conséquence, on l'a dit, de cette décision, c'est que Laurent Gbagbo est innocent et pas du tout responsable de ce drame qu'ont vécu les Ivoiriens en 2010-2011. C'est ce qu'on pourrait dire, sur le plan juridique en tout cas, si je ne m'abuse, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, collégialement avec Charles Blé Goudé, leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, détenu par la Cour pénale internationale CPI à partir du 30 novembre 2011, vient donc de recouvrer la liberté. Après 3 années d'un long procès qui avait finalement démarré en 2016
La CPI a prononcé le 15 janvier 2019 l'acquittement des 2 accusés, car pour elle, l'accusation n'a pas apporté la preuve formelle de la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Alors, je reste avec vous, Robert Yougbaré. Est-ce à dire donc que finalement ce procès n'a servi à rien? Est-ce qu'il n'a servi à rien? Non, je ne pourrais pas dire ça. Je peux voir 3 éléments qui peuvent nous dire que ça a apporté quelque chose. Je pense que ça a apporté la quiétude en Côte d'Ivoire pendant un bout de temps. Vous disiez que c'était un transfèrement opportuniste alors. Exactement. Bon, je ne dis pas que c'était la cause essentielle, mais je pense que ça c'est quelque chose. Alors, deuxièmement, il ne faut pas oublier que la Cour était presque à ses débuts. Et donc, il y a eu des... et donc, c'est pour ça qu'on ne leur en veut pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de balbutiements, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et on apprend justement à l'occasion de ces circonstances-là. Donc, je pense que la Cour a beaucoup appris. Quoi qu'on dise, quoi qu'on y voit, je pense que, et même quand on écoute les gens de l'intérieur, ils ont beaucoup appris. La question de la preuve, je pense que c'est sur ce créneau-là qu'ils sont en train de travailler. Donc, oui, il y a eu, on peut dire qu'il y a eu un échec, mais ça a apporté quelque chose à la Cour elle-même. À la Cour pénale internationale. Exactement. Voilà. Donc, il y a cela. Bon, troisième conséquence ou troisième effet bénéfique, mais personnel, ça c'est pour les accusés. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo s'en sortent gagnants, blanchis. Je pense que si on va mesurer leur code de popularité aujourd'hui, c'est au moins 5 points supérieurs à ce qu'ils représentaient, en tout cas il y a 10 ans. Exactement. Ouais. Donc ça leur a apporté politiquement beaucoup. Ça leur a apporté beaucoup politiquement, ils s'en sortent blanchis, ça n'a finalement servi qu'à ça. Il a fallu attendre 10 ans pour se rendre compte que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ne sont coupables de rien. Oui, ça donne du crédit à ceux qui disaient dès le départ que c'était un procès politique. D'ailleurs, je dis pour revenir un peu sur l'urgence ou en tout cas l'opportunité de mettre balle à terre, de garder le sang calme, c'est qu'on sait que Laurent Gbagbo a été par ailleurs accusé, jugé, par contumace, accusé en Côte d'Ivoire et condamné. Est-ce qu'au retour, ils vont les arrêter et les mettre en prison? Bon, ça... On va en parler tout à l'heure. Mais pour le moment, à quoi a servi ce procès finalement, en dehors de ce qu'a dit tout à l'heure Robert Yougbaré? Est-ce que vous y voyez des gains éventuels? Si j'ai compris le développement de Robert Yougbaré, Laurent Gbagbo et peut-être d'autres qui sont passés devant cette cour-là ont servi de cobaye finalement. Bon, est-ce que c'était, je ne sais pas, ah oui, peut-être a posteriori, mais ça servait évidemment à quelque chose. D'abord, à montrer qu'ils ne sont pas coupables des 3000 morts. Maintenant, ça pose une autre question que vous avez posée dès le départ. Il faut bien savoir qui est auteur de ces 3000 morts. Est-ce que, si le camp de Laurent Gbagbo n'est pas auteur, n'est pas coupable de ces 3000 morts, est-ce que ça veut dire que les coupables sont du côté du camp de Ouattara? C'est une question qu'il faut poser. Ça, c'est la question aujourd'hui qu'il faut régler. Qu'il faut régler. Et si on veut être extrémiste, on va dire que les coupables sont dans son camp. Par raisonnement logique, on va dire que les coupables sont dans son camp. Puisque on sait bien que ce sont des armes lourdes, des mouvements de troupes qui ont provoqué ces 3000 morts. Donc, il a fallu que quelqu'un donne des ordres, qu'il y ait une logistique, des hommes qui soient organisés et qui reçoivent des ordres pour commettre ce qui s'est passé. Donc, si ces ordres-là, ces horreurs-là ne sont pas venus du camp de Laurent Gbagbo, en tout cas, c'est ce que le procès m'a démontré, c'est que quelque part, ces gens-là ne sont pas morts comme ça. Il faudra bien trouver les coupables, parce que, je disais au début, les familles des victimes ont besoin de savoir quand même qui est coupable de la disparition de leurs membres, de leurs parents, ne serait-ce que pour faire le deuil. Voilà. Et c'est dans le flou comme ça, c'est assez douloureux, une douleur qui ajoute encore à la douleur de la disparition. Oui, alors justement, cette décision est intervenue parce que l'accusation n'a pas su faire la preuve
qu'effectivement, il y a une relation de cause à effet entre les personnes qui sont mises en accusation et ce qu'on leur reproche. Et ça veut dire qu'il y a déjà, dès le départ, des problèmes du point de vue de la forme, et qu'on n'a même pas eu, si je ne m'abuse, à examiner cette affaire dans le fond, Robert Zougbari. C'est tout à fait exact, et c'est ça aussi le problème en droit. Comme on aime le dire, la forme tient le fond à l'état. Donc, il faut franchir la barrière formelle avant Donc, on n'a même pas discuté des morts, en réalité. Voilà, on dit, bon, ok, supposons qu'il y a des morts, mais apportez-nous la preuve que ces morts-là sont dus au comportement, aux agissements de ceux qui sont dans le box. Voilà, donc on ne discute même pas des morts. C'est un peu ça le problème. Bon, mais en matière de justice pénale, c'est encore plus strict. Donc la question de la preuve, et ça s'explique. Parce que le résultat pouvant être la privation de liberté d'une personne, donc on tient à être rassuré que lorsqu'on va le conduire justement dans cette position peut-être définitive, que c'est avec raison. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit, ben, écoutez, si vous l'accusez de telle chose, on n'est pas contre, mais apportez-nous la preuve. Apportez-nous la preuve, et justement, on sait que dans ce genre d'affaires, il est difficile de réunir des preuves conséquentes pour étayer son accusation. Plus de 3000 morts tout de même, des dégâts matériels importants, 80 témoins à la barre et au bout, rien, aucune preuve pour étayer donc cette accusation de crime contre l'humanité. Décevant, non, Joachim? Oui, c'est très décevant. D'autant que, et puis c'est un camouflet vraiment pour Ouattara et son camp. C'est eux qui ont demandé la CPI de juger Laurent Gbagbo. Ils auraient pu le juger en Côte d'Ivoire. Ils ont estimé que la justice ivoirienne n'avait pas les moyens de le juger et d'apporter les éléments de preuve des accusations qui pesaient sur lui et Charles Blé Goudé. Donc, ils ont préféré le transférer à la CPI, qui a plus de moyens, plus de latitude, parce qu'en Côte d'Ivoire, les passions allaient peut-être polluer les débats. Donc, effectivement, à La Haye, c'est 3000 ou 4000 km de la Côte d'Ivoire. Donc là, c'est dans un climat plus serein, où le procès peut avoir lieu dans la sérénité. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et au passage, bon, beaucoup de gens avaient commencé à taper sur la CPI en disant que c'était la justice des Blancs contre la justice des Noirs. Ou encore que c'était la justice des vainqueurs. La justice des vainqueurs. Bon, je pense que ce qui vient de se passer là, ne serait-ce que dans la forme, comment les accusés ont eu le droit de défendre leur cause. Ils ont eu des avocats qui ont bataillé point par point pour montrer que leur client n'était pas coupable. Je pense que ça, c'est quand même un exemple aussi. Je suis sûr que si Laurent Gbagbo avait été jugé pour ces causes-là en Côte d'Ivoire, il aurait pris la perpétuité. C'est une évidence. Hein? Je disais tout à l'heure... C'est finalement une chance pour lui que d'avoir été transféré à La Haye. Absolument. C'est une chance pour lui que d'avoir été transféré à La Haye, où il a eu un procès, il a eu la latitude d'un procès libre et équitable. Et ce qui donne un peu de crédibilité aux profondeurs de la CPI et de la Côte d'Ivoire dans cette affaire, c'est que j'ai regardé avant de venir, peut-être le maître, M. Zougbari pourrait m'expliquer. La Côte d'Ivoire a adhéré à la CPI en 2013. Or, Laurent Gbagbo a été transféré en 2011. Bon, je ne sais pas si on peut déjà, même n'étant pas membre de la CPI, est-ce qu'on peut saisir la CPI pour juger, de manière à juger quelqu'un alors qu'on n'est même pas membre? Parce que les membres du traité de Rome, est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. Il y a une ouverture qui a été prévue, à savoir qu'un État non parti peut toujours faire une déclaration donc pour une demande express donc à la CPI de se saisir de cas. Donc c'est une entrée, on va dire, à brut. Voilà, donc c'est une marge que le statut de Rome a prévue justement pour les États non membres. Donc, et comme on parle de cela, il faut préciser que la Cour pénale internationale n'intervient que pour les crimes les plus graves et ne peut statuer que lorsqu'aucune justice nationale ne peut ou ne veut juger sérieusement un cas donné. Pourtant, jusque-là, vous l'avez dit, la CPI peine à convaincre sur la pertinence de son existence. Et on l'accuse même de ne s'en prendre qu'aux Africains. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, comme en 2019, et suite à la décision d'acquittement, les partisans de l'ancien président ivoirien ont à nouveau laissé éclater leur joie dès l'annonce
de la nouvelle. Ce qui montre bien aussi que Laurent Gbagbo est resté populaire dans son pays et que sans doute beaucoup de personnes pensent qu'il n'aurait pas dû se retrouver à la CPI. Mais bien évidemment, ça a été pour lui une chance de s'y retrouver, même s'il est resté 10 ans pour finalement sortir blanchi de toutes ces accusations, Joachim Vaucouma. Oui, mais pour répondre à cette question d'abord, je voulais juste préciser à ceux qui critiquaient tout le temps la CPI de s'en prendre qu'aux Africains. J'ai toujours dit que la CPI fonctionne sur le principe de subsidiarité. Il faut que, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un État constate qu'il est incapable de juger et qu'il le saisisse. Mais tous les Africains qui sont allés devant la CPI, c'était à la demande des États africains. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont nos États qui sont au pouvoir qui demandent à la CPI de juger leurs compatriotes. Donc, on ne peut pas accuser en même temps la CPI d'être fait de la justice anti-africaine, alors que ce sont les chefs d'État eux-mêmes qui enclenchent la procédure. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Jean-Pierre Bamba... Mais oui, parfois aussi, ce sont des chefs d'État qui veulent régler leurs comptes et pour pousser leurs opposants ou les gens qui les dérangent dehors. Voilà. Donc, d'un certain point de vue, on peut également donner raison à ceux qui disent qu'à la CPI, qu'elle fait plutôt le jeu de ces chefs d'État-là, d'une façon ou d'une autre. Malheureusement. Malheureusement, non, il faut bien c'est vrai qu'il y a des initiatives populaires qui peuvent aboutir à la saisine de la CPI, donc à l'autosaisine, on va dire, mais de façon générale, il faut quand même être représentant attitré d'un État pour pouvoir justement conduire ses affaires. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit on va dire, c'est quand même eux qui ont ratifié, enfin, qui représentent les États donc, au niveau international. Au niveau international, oui, c'est voilà. Ça. Donc, c'est leur voix qui compte. Jean-Pierre Bemba de la République démocratique du Congo était acquitté par la CPI. Laurent Gbagbo vient d'être acquitté par la CPI. Finalement, on peut dire qu'un long procès à la CPI, ce n'est pas si dramatique que cela, finalement. Oui, on peut le dire. À l'expérience, on peut le dire. Je veux dire, les appréhensions qu'on avait de part et d'autre sur la partialité de la CPI, bon, à partir de ces... Non, surtout que la CPI était présentée comme un ogre. Dès que tu vas là-bas, c'est fini, c'est terminé. Pour toi, c'est la condamnation assurée, etc. Oui. Bon, on se rend compte qu'on peut aller à la CPI et bénéficier d'un procès juste et équitable et puis s'en sortir. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté, en tout cas s'agissant de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé et de Jean-Pierre Bemba. Et c'est comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que dans leur propre pays, ils auraient eu droit à un procès libre et équitable comme ça. Bon, oui, peut-être que les critiques aussi, ça il faut le dire, les critiques aussi venant des pays africains, parfois même des responsables politiques d'un certain niveau, qui émettaient quand même des doutes sur la crédibilité de la Cour. Peut-être que tous ces éléments-là ont concouru à ce que voilà, les juges aussi prennent beaucoup de recul et soient stricts sur les preuves à apporter avant de juger et de condamner les coupables. On peut le penser, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a motivé la décision des juges, mais il est une évidence que tout ce bruit qui a été fait depuis 10 ans n'a pas été ignoré par les juges au moment de prononcer le verdict. Vous pensez la même chose, Robert Barré? Les critiques ont joué un rôle peut-être pédagogique? Oui, on ne peut pas exclure, je pense, cette hypothèse, mais moi, je crois que l'argument juridique a été quand même l'élément fondamental. Le plus déterminant. Oui, parce que quand on suit, en fait, la procureure avait peu de chances de gagner ce procès. Dès l'origine, dès 2000. Dès le départ, elle en était consciente qu'elle n'avait pas, qu'elle ne faisait pas le poids. Elle a hérité d'un dossier. Il ne faut pas. Je pense qu'on l'accuse trop. Elle n'était pas à l'origine. Et donc elle vient, elle prend le dossier tel quel. Bon, elle essaie de rattraper, mais ça ne peut pas être la même chose. Oui. Voilà, quelque chose qui a commencé en 2010-2011, vous arrivez en 2013 pour. Non, oui, on l'accuse de choses, mais je pense que la faiblesse du dossier n'est pas
à 100% imputable à la procureure. Oui, mais quand on arrive à ce niveau-là et qu'on sent qu'on n'a pas les armes nécessaires pour aller à ce combat, est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, finalement, on n'a pas suffisamment de preuves pour poursuivre cette accusation? Non, jamais, jamais. Ça, jamais, il faut y aller quand même. Il faut y aller. Et se faire massacrer au besoin. Bon, elle n'espérait pas, ou du moins elle ne pensait pas se faire massacrer. Elle pensait quand même qu'avec le peu d'outils qu'elle avait, elle pouvait encore convaincre. J'ai l'impression qu'elle est tombée dans un piège. Madame Bensouda. J'ai l'impression qu'elle est tombée dans un piège. Elle hérite du dossier, comme on dit, puisque c'est le Colombien qui avait... L'Argentin qui lui a passé le flambeau. Et il y avait peut-être aussi des soupçons de partialité. On va dire c'est une Guinéenne, monsieur Guinéenne. Bon. Non, Gambienne. Excusez-moi, Gambienne. C'était au Campo. Oui, voilà, au Campo. C'était d'abord au Campo, et puis ensuite, quand on a nommé Bensouda, on a dit voilà, c'est une Africaine. Voilà, donc, elle va arrondir un peu les angles. Voilà, elle a dit qu'elle restera professionnelle. Voilà, bon. Je pense qu'elle a voulu, elle a dit qu'elle restera professionnelle, mais je crois qu'elle a été au-delà même, elle était même traité le dossier avec beaucoup de zèle. Hein, c'est comme si elle voulait montrer absolument qu'il n'y avait pas de raison de douter d'elle, d'avoir des soupçons sur des éventuels soupçons parce qu'elle est africaine et qu'elle doit juger un Africain. Je ne suis pas sûr, bon, on peut spéculer, hein, qu'elle aurait été aussi exigeante parce que quand la première décision est tombée, bon, après ce débat, ce long débat, on se disait, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Oui. Mais elle a voulu faire appel. Pour dire, bon, non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas que me donne le sentiment que moi, procureur, j'ai voulu protéger mon frère africain entre griffes. Ouais. Voilà, et je crois qu'elle a fait appel. Bon, peut-être d'une certaine manière... Bon, là, on l'a aussi accusé d'avoir fait un peu le jeu du camp au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. C'est une évidence que le procès ayant traîné jusqu'à la fin du deuxième mandat de Ouattara, jusqu'à même son troisième mandat qui a commencé. Voilà. Il est évident que si Laurent Gbagbo était rentré avant les choses se seraient passées différemment. En Côte d'Ivoire, c'est une évidence. Même s'il était rentré après l'élection présidentielle, rien que pour les législatives, je pense que les choses se seraient passées différemment. Donc, que soit définitivement acquitté après que l'élection présidentielle soit passée, que les législatives soient passées, que le président de l'Assemblée nationale ait été désigné, tout, il y a une coïncidence qu'on peut trouver assez voilà, curieuse. Enfin, en tout cas, on peut constater cette il y a eu comme un arrangement au niveau des agendas. Absolument, un arrangement des agendas. Et pour que, voilà, il arrive au moment où il n'y a plus un rendez-vous politique dans les 3 prochaines années, il faut attendre dans 5 ans. Donc, peut-être ça donne aussi le temps de travailler un peu pour la réconciliation. Pour la réconciliation. Il a dit, Laurent Gbagbo, ce que je peux dire aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles, il ne faut jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Il n'a donc pas abandonné, quelles que soient les difficultés, mais ses avocats ont également beaucoup bien travaillé au point de tuer, si l'on peut dire, hein, le dossier de l'accusation pour prendre cette belle revanche et de gagner cette belle victoire. Il y a aujourd'hui une Côte d'Ivoire qui rit, qui chante et qui attend son héros. Quel rôle peut donc jouer aujourd'hui Laurent Gbagbo dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, Robert Youbari? J'espère pour Gbagbo qu'il va jouer au sage, qu'il va jouer vraiment à la sagesse, à la carte de la sagesse, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Je pense qu'il ne devrait plus rentrer dans la cambouille politique, mais plutôt se tenir à un niveau, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en sort blanchi. Il ne faudrait pas que par des agissements, donc, qu'en rentrant encore dans la boue, il se salisse. Oui, mais vous prétendez que repartir sur le terrain politique pour éventuellement conquérir à nouveau la présidence de la République, c'est rentrer dans la boue? Je pense que pour Laurent Gbagbo, oui, ce serait rentrer dans la boue. Il vaudrait mieux pour lui jouer vraiment à celui qui est au-dessus justement de cette guerre-là, laisser à la génération future. Donc, servir de référent, parce que là, il peut le faire, servir de conseiller, servir de médiateur, parce que, vous voyez, il a d'ailleurs commencé ce jeu.
au moment de la crise qui a suivi l'élection présidentielle. Voilà, donc il a joué déjà à l'intermédiaire. Un peu avant, en faisant cette sortie, cette interview, en donnant cette interview-là à une télévision. Mais donc, cela veut dire que Laurent Gbagbo ne doit plus se mêler de présidence de la République. Et pourtant, ce n'est pas ce que laissent penser ses actes ni ses partisans. Non, moi-même, j'ai la conviction que Laurent Gbagbo, une fois qu'il rentre au pays, il va se mettre dans la bataille. Ah oui, absolument. C'est une bête politique. Il ne sait faire que ça. Si vous enlevez la politique de la vie de Laurent Gbagbo, il n'y a plus rien. Que ce soit son exil en France, son retour, même à l'université, en étant enseignant, il était le plus connu comme politicien professionnel que comme professeur d'histoire. C'est quand même, c'est le sens de sa vie, c'est le sens de son engagement depuis l'université. Donc, moi, je ne vois pas Laurent Gbagbo repartir s'asseoir en Côte d'Ivoire, surtout que ses partisans l'attendent impatiemment, et rien que l'acquittement, ça leur donne un peu de tonus, ça remobilise un peu les troupes, donne du courage, de l'espoir à des milliers d'Ivoiriens qui avaient effectivement le sentiment que c'était une injustice qu'on lui faisait subir parce que tout simplement il n'avait pas de responsabilité, et que M. Ouattara, qui était le vainqueur militaire, parce que qui peut dire aujourd'hui, celui qui a gagné l'élection de 2010? Personne ne peut dire. Personne. Puisque le Conseil constitutionnel, le même Conseil constitutionnel, le même président du Conseil constitutionnel qui a validé l'élection de Laurent Gbagbo, c'est le même qui a validé l'élection de Ouattara après sa victoire militaire. Où est la vérité? Où est la vérité? On ne sait pas. Et donc, si on vous suit bien, reconquérir la présidence de la République dans 5 ans, ça serait pour Laurent Gbagbo revivre et remettre les choses dans l'ordre qu'il ne devrait pas dû quitter, en quelque sorte. Avant de venir, je suivais un journal sur une télé. Un de ses partisans disait qu'ils l'attendent impatiemment qu'il revienne pour qu'ils essaient de panser les plaies et de sauver la Côte d'Ivoire. Donc, la mission qu'on attend de lui à son retour, c'est comme un Jésus, une sorte de Messie. Une sorte de Messie, oui. Voilà, comme nous sommes en période de Pâques, quelqu'un qui était mort, qui ressuscite et qui revient maintenant pour redonner l'espoir à tout un peuple. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui attendent ça de lui. Et je ne suis pas sûr que même si lui avait décidé de ne rien faire, la demande dans son propre camp, la pression dans son propre camp, à mon avis, sera tellement forte qu'il ne peut pas rester comme ça à ne rien faire. Alors, d'autant d'ailleurs qu'au niveau des textes, rien ne l'empêche de briguer à nouveau la magistrature suprême, Robert Youbaré. Oui, bon, on a vu comment les choses se sont passées, donc ce n'est pas en tout cas le cas en face qui va sortir l'argument juridique. Bon, mais faisons attention quand même, parce que on a toujours un vainqueur, voilà, qui est en poste pour les 5 prochaines années, et donc qui va conditionner les prochaines élections. Donc faisons attention à ça. Oui, il faut faire attention à ça. Vous en parliez tout à l'heure, Joachim Vokouma. Il y a eu, depuis un certain temps, des mouvements pour rapprocher les positions et préparer un peu ce qu'on a appelé la réconciliation et éventuellement le retour de Laurent Gbagbo. Parmi ces artisans de ce rapprochement, de cet apaisement, il y a bien évidemment Ahmed Bakayoko, qui est mort depuis quelque temps. Il était très impliqué dans cette phase d'apaisement. Est-ce que sa mort peut changer quelque chose dans ce processus? Oui, évidemment, parce qu'il était quelqu'un qui était quand même écouté dans le camp de Laurent Gbagbo. Il avait ses entrées. En tout cas, on le considérait comme quelqu'un avec qui on peut discuter. Il n'était pas fermé. Ce n'était pas les bouts de feu du camp de M. Ouattara. C'est pas comme Jean Bictogo, par exemple, qui a un tempérament un peu plus expansif. Voilà. Ahmed Bakayoko était beaucoup plus quelqu'un avec qui on pouvait discuter, et sa disparition va laisser un vide. Est-ce que très vite, dans le camp Ouattara, on va trouver quelqu'un qui va reprendre le flambeau? Parce que, quoi qu'on dise, dans les deux camps, il faut discuter, il
comme il disait au début, il faut mettre balle à terre et puis discuter. Je ne suis pas sûr que Ouattara, après avoir perdu ses 2 premiers ministres en l'espace de 8 mois, ils se mettent encore à vouloir créer des problèmes à Laurent Gbagbo, d'autant que son camp est quand même le FPI allé aux élections, ce qui est quand même un signe d'apaisement. D'apaisement et d'ouverture. Un signe d'ouverture, contrairement au camp de, par exemple, Guillaume Soro, qui a refusé d'aller aux élections et qui a entretenu depuis longtemps des rapports assez de reconstruction avec le camp de Laurent Gbagbo et du PDCI de Harry Kounabédié. Donc, dans les deux camps, je pense qu'il y a intérêt à mettre balle à terre et de trouver une solution pour que dans l'intervalle des élections, tous les dossiers qui étaient en souffrance, par exemple la CEI, la Commission électorale indépendante, voilà, tout cela soit réformé en profondeur dans la perspective des prochaines élections. À ce moment-là, je pense que le pays peut peut-être rester relativement calme. Jusqu'aux prochaines élections. Sinon, bon, moi je crains qu'on assiste encore à des manifestations de rue. Ce qui ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire, ni même pour le continent. En tout cas, les partisans de l'ancien président ivoirien, et pas seulement eux, évoquent son retour en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'excitation et un bel optimisme. Pourtant, Laurent Gbagbo est également poursuivi dans son pays pour crimes économiques. On parle notamment, et de, je cite, vol en réunion par effraction portant sur des caves à la BCEAO, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc, et puis aussi des numéraires, complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics, fin de citation. Des accusations pour lesquelles il est condamné depuis le 18 janvier 2018 par la Cour d'assises d'Abidjan à 20 ans de prison et une amende de 329 milliards de francs CFA. Une condamnation que Laurent Gbagbo partage d'ailleurs avec 3 de ses ministres. Gilbert Akembo, qui était ancien Premier ministre, Koné Katinan, ancien ministre du Budget, et Désiré Dallo, ancien ministre de l'Économie et des Finances. Robert Yougbaré, comment voyez-vous ce volet de l'affaire? Le pouvoir ivoirien actuel, donc notamment le président Ouattara, doit-il se résoudre à prendre une loi d'amnistie pour gommer cette histoire? Justement, c'est là le joker. Je ne suis pas convaincu qu'il va se presser pour cela. Je ne serais pas étonné qu'il autorise, donc comme par bonté extraordinaire, donc le retour sans problème de Laurent Gbagbo, sans évoquer le dossier. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse attention. Il peut le faire revenir, mais ne pas toucher à ce dossier. Donc ça reste, en tout cas dans les tiroirs, un bout de temps. Bon, donc il garde quand même quelque chose. Il a quelque chose pour le tenir. Hein, exactement. Voilà, le temps peut-être de clarifier la position des uns et des autres, de se rassurer. Donc je pense qu'il faut qu'on... Je ne serais pas étonné que cela se passe comme ça. Donc il ne va pas se presser de sortir une loi d'amnistie pour... Alors, il ne va pas se presser pour amnistier cette histoire, mais en même temps, est-ce que les discussions qui doivent se mener pour un retour digne de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire ne portent pas justement sur l'effacement de cette histoire? Oui, bon, moi je pense que c'est un rapport de force politique. Je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel, la force politique, l'opinion est du côté de Ouattara s'il se mettait à embastiller Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à leur retour. Je ne suis pas sûr. Donc je pense que certainement Laurent Gbagbo va rentrer, puisqu'il a eu son passeport, même le passeport diplomatique, il l'a maintenant. Le passeport ordinaire, c'est son droit, mais diplomatique, c'était la volonté du président. C'est un peu le fait du prince. Le fait du prince, d'une certaine manière. Donc, on lui a donné... Donc, il va aussi en considération de son statut de président. Absolument. Il va rentrer, et je pense que Ouattara ne prendra pas le risque aujourd'hui de le mettre en prison. Pour une raison simple. C'est que, comme je disais tout à l'heure, il a son ancien partenaire, le PDCI, avec qui il est en bisbille. Dans son propre camp, il y a 2 premiers ministres du Nord qui sont décédés. Il est en bisbille avec Guillaume Soro. Et donc, il se retrouve
disons, quelque part isolé dans le contexte actuel, ouvrir un front encore contre le FPI qui est allé aux élections, sachant que de toute façon, ils allaient sortir avec un résultat maigre, mais au moins c'était une démarche politique, une ouverture d'esprit pour dire, voilà, on y va. Pour baliser aussi le terrain. Pour préparer le terrain. C'est peut-être un deal implicite qui a été fait. Tout à fait. Et je ne suis pas sûr qu'en rompant ce deal implicite-là, ça ne va pas se retourner contre lui. Il ne va pas mettre le pays encore à feu et à sang. Il ne va pas mettre le pays à feu et à sang. En tout cas, on ne peut décemment pas imaginer que ce retour à la case liberté soit pour Gbagbo un retour à la case prison en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pour certains, l'acquittement de l'ancien président ivoirien par la CPI éteint l'action judiciaire en Côte d'Ivoire. Du moins, c'est ce qu'avait peut-être déjà laissé entendre Henri Konan Bédié en 2019. Le Sphinx de Daoukro avait ainsi notamment indiqué que, je cite, « Le tribunal qui devait prononcer la preuve de sa culpabilité ou non vient de statuer. Il a prononcé un acquittement, il va rentrer et reprendre tous ses droits civiques. Il a été déclaré innocent. » Fin de citation. Robert Yougbaré, la décision de la Cour pénale internationale éteint-elle la condamnation prononcée contre Laurent Gbagbo et 3 de ses ministres en Côte d'Ivoire? Absolument pas. C'est deux affaires complètement différentes. Et je pense que c'est à dessein qu'on n'a même pas essayé d'aller dans ce sens. Voilà, on a pris carrément un terrain neutre, donc qui n'a rien à voir avec, en tout cas, la bagarre politique. Donc tout le débat mené à la CPI. Donc je pense que c'est à dessein qu'on a pris vraiment un autre volet de la vie publique donc pour condamner justement Laurent Gbagbo. Il n'y a aucun lien. Donc, bon, politiquement, oui, on peut dire que ça met de la pression sur le pouvoir en place pour peut-être aller vers une loi d'amnistie, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, en tout cas juridiquement parlant, une décision n'éteint pas l'autre. C'est deux instances différentes. Donc actuellement, jusque-là, Laurent Gbagbo, il est condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, mais les négociations sont en cours pour qu'il rentre. On verra. Est-ce que vous aussi, vous pensez que cette affaire va être donc balayée pour qu'il puisse rentrer en bonne et due forme et puis reprendre sa place? Oui, surtout que si on se remémore un peu, le procès n'a pas été libre et équitable. Il n'était pas là. Oui, il n'était pas là, il n'a pas pu se défendre comme il a pu se défendre à la CPI. Donc, c'était un procès à charge avec, on va dire, une décision qui était connue à l'avance. Donc, il a été condamné. Donc, rien que pour la forme, il y a quand même de quoi dire de ce procès-là. Et compte tenu de tout cela, je pense que le président Ouattara, aujourd'hui, doit regarder les choses avec beaucoup de distance en pensant à la paix sociale et à la réconciliation des Ivoiriens. Aujourd'hui, celui qui va poser un acte qui va réveiller les rancœurs sera celui qui sera considéré comme le vrai coupable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 2002. Il faut regarder les choses avec beaucoup de distance parce que justement à l'opposé de cette Côte d'Ivoire qui rit et qui applaudit, il y a aussi une autre Côte d'Ivoire, celle qui pleure et qui crie sa déception, avec notamment des victimes qui espéraient une condamnation de l'ancien chef de l'État ivoirien pour guérir moralement de leurs blessures et stigmates. Comment fait-on justice à cette Côte d'Ivoire-là? C'est ça toute la question. Comment on fait maintenant justice à cette Côte d'Ivoire-là qui est restée blessée, dont les gens disent, voilà, on va finalement avoir une solution, la paix intérieure, la paix morale. Comment on fait justice à cette Côte d'Ivoire? C'est ça toute la question qui est posée pour la Côte d'Ivoire. Les familles des victimes, parce que des gens ont perdu leurs parents, et on pensait que le coupable c'était Laurent Gbagbo. Le pouvoir a laissé penser que c'était lui. On l'a envoyé à la CPI, il a été jugé et il a été acquitté. Les familles vont se retourner vers qui maintenant? Évidemment, c'est ça qu'il faudrait voir. Comment est-ce qu'il est possible de lancer une procédure en Côte d'Ivoire sur la plainte de famille pour dire, voilà, nous voulons absolument savoir qui a tué nos parents, connaître la vérité, ou bien
est-ce qu'il faut, je sais pas, il faut trouver une solution pour apaiser les familles qui vont devoir faire leur deuil sans savoir exactement ce qui s'est passé, qui a fait quoi et pour quelles raisons leurs mamans ont été assassinés. C'est assez terrible leur position aujourd'hui. Alors oui, mais Robert Youbaré, comment on fait justice à cette Côte d'Ivoire-là? Tant qu'on n'aura pas fait justice à cette Côte d'Ivoire-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de réconciliation? Je pense qu'actuellement, c'est la réconciliation qui va panser les plaies. Voilà, parce que, bon, c'est vrai, au niveau international, je pense qu'il ne faut pas occulter cela. Au niveau de la CPI, il y a un fonds qui permet de prendre en charge, en tout cas, certaines victimes, mais ce n'est pas assez, ça, on est conscient. Et ça ne couvre pas, évidemment, toute l'ampleur des dégâts, mais l'État ivoirien reste responsable. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a un État qui est responsable. Enfin, je veux dire, il n'est pas besoin qu'on trouve une faute. Donc, en droit public... Il est moralement responsable et donc il doit assumer ses faits et trouver des solutions pour guérir les plaies. Exactement. Donc, il revient à l'État de Côte d'Ivoire, justement, de jouer... enfin, il revient aux victimes, de toute façon, de se retourner maintenant vers l'État ivoirien pour demander, bon, écoutez, bon, vous nous avez fait penser que c'était l'autre, comme c'est pas lui... On est toujours là. On est toujours là. Voilà. Bon, comme c'est pas lui, est-ce que c'est vous? C'est la question que vous avez posée. Parce que depuis le début, on a toujours critiqué le fait qu'on ne s'intéresse qu'au camp de Laurent Gbagbo. Ce sont eux. Oui, parce que justement, hein, il faut regretter que dans cette affaire, c'est seul le camp, c'est seul un camp qui a été mis à l'index. Hein. Les responsables supposés ont été conduits manu militari à la CPI. Et cette partialité dans la responsabilité du drame a peut-être pesé dans les événements. Et donc aujourd'hui, si ce n'est pas le camp qui a été envoyé à la CPI, est-ce que c'est le camp qui n'y est pas allé? Oui, bon, on peut dire la question est sur la table. Oui, les familles des victimes peuvent dire, bon, puisque ce n'est pas le camp de Laurent Gbagbo, donc c'est le camp de Ouattara qui est coupable de la mort de nos parents. Puisqu'il a fallu bien que des gens les tuent, il y avait une armée, il y avait un chef d'état-major, général Kassaraté, du côté du camp de Ouattara, qu'il a nommé d'ailleurs ambassadeur au Gabon après. Après, oui. Hein? Donc c'est lui qui a donné les ordres, c'est le général Kassaraté qui était à la tête des forces armées ivoiriennes. C'est eux qui ont organisé aussi, disons, la confrontation, la riposte avec le camp de Laurent Gbagbo. Donc, c'est pas, si du camp de Laurent Gbagbo, personne n'est coupable, c'est tellement évident, même s'il faut se méfier des évidents, tellement évident que les familles vont conclure que c'est du camp de Ouattara et ils ont tous les droits de lui demander des explications sur ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est là que la question de la réconciliation va peut-être prendre tout son sens, et on en avait peut-être évoqué ça ici. Bon, c'est là que la désignation du Kakabe comme ministre de la Réconciliation, avait suscité un peu des rires, un peu moqueurs, parce qu'il n'avait peut-être pas le profil pour réconcilier la carrure, le profil, voilà, le profil pour réconcilier les Ivoiriens. Donc, d'ailleurs, depuis là, on ne l'entend pas très bien. C'est vrai que il y a peut-être des choses qui se passent. Il doit sans doute prendre des contacts, voilà, tout à fait. et se plonger dans ces dossiers pour voir quelle est la profondeur de la plaie et qu'est-ce qu'il faut commencer par faire pour que les uns et les autres commencent à se parler. Ce qui est évident, c'est que pour les familles des victimes, là, c'est la réconciliation qui peut apaiser leur cœur. Voilà. Comment l'État va organiser cette réconciliation-là, bon, on va attendre de voir. On doit attendre de voir comment l'État va organiser cette réconciliation. Je fais juste une petite digression. On parle de réconciliation au Burkina aussi. On attend de voir comment l'État va organiser cette réconciliation. On a nommé un ministre chargé de cette question. Il a rang de ministre d'État et il a commencé à travailler. Il a décliné sa feuille de route très rapidement sur cette question, puisqu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, qui est voisine du Burkina. Comment jugez-vous donc la mise en route du processus de réconciliation au Burkina? Robert Youbaré. Alors, bon, c'est justement en comparant, on se rend compte que notre ministre, en tout cas, il a l'air plus dynamique que
Vous pensez que lui, il a la carrure. Pas plus crédible et plus... Voilà, donc il a plus de carrure, ça c'est sûr. Et surtout, il s'est montré très vite à la tâche. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on attend toujours Kakabe. Voilà, enfin, c'est vrai que c'est en Côte d'Ivoire, c'est un peu loin, mais quand même, on est assez voisins pour que l'on sente ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, donc pour le cas burkinabé, bon, la feuille de route a été déclinée, donc les différents axes ont été dégagés. Bon, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même trop vaste. Voilà, c'est trop vaste. Si on arrivait à régler tout ça, c'est vrai qu'on serait dans un Burkina de paix pour je ne sais pas combien d'années. Bon, vous pensez qu'on a trop embrassé? Oui, est-ce qu'il et que finalement on va mal étreindre? Il y a ce risque, malheureusement. Il y a ce risque. Il y a ce risque. Vous avez ce sentiment-là aussi, Joachim? Bon, moi j'attends de voir comment, après les consultations, les larges consultations que le ministre d'État a faites, qu'est-ce qu'il va proposer maintenant pour aller au forum? C'est ça qui me... Le forum qu'il ne prévoit pas avant 1 an minimum. Ah bon? Je sais pas. Si. Il a décliné la feuille de route en disant les différentes... Il y a différents tiroirs au niveau de l'armoire centrale. Ouais, donc le forum, il est projeté pour à peu près dans 1 an. Parce que le président avait dit que dans le premier semestre, la question sera réglée. Et pour moi, j'allais dans ce calendrier-là, d'ici fin juin ou plus tard, la question était réglée. Donc ça montre la complexité de la question. Parce qu'il y a des dossiers qui n'iront pas devant un procès classique. Il y a d'autres qui iront devant un procès. Mais la tâche de M. Zéphirin est d'autant plus compliquée que le travail préalable qui aurait dû être fait n'a pas été fait par le HCRON. Voilà. Le Haut Conseil pour la Réconciliation nationale. Pour la réconciliation et l'unité nationale. Ils avaient 5065 dossiers à régler, des dossiers qui ont été identifiés sous la transition. On leur a remis ça, de régler ça en 5 ans. Malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose, à part 3 ou 4 dossiers qu'ils ont pratiquement tout réglé. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Non, ils n'ont pas fait grand-chose. Il n'y a pas de résultat. Je suis désolé. Il n'y a pas de résultat. Non, il n'y a pas de résultat. S'ils avaient fait un bon travail avec un bon résultat, il n'y aurait pas eu un ministère d'État chargé de la réconciliation nationale. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu ce ministère. Alors on était sur la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire. Les problèmes de réconciliation concernent la plupart de nos pays. On en parle à Côte d'Ivoire, on en parle bien entendu au Burkina Faso, on en parlera encore au Niger, au Mali ou ailleurs. Vous voyez bien que c'est un sujet qui nous intéresse. Rappelons tout de même que la crise ivoirienne est née au lendemain de l'élection présidentielle, à l'issue de laquelle chacun des 2 candidats du second tour est devenu président avec force, investiture et formation d'un gouvernement. 2 gouvernements pour un seul et même pays, chacun accusant l'autre d'être dans l'illégalité et dans l'illégitimité. La médiation de l'Union africaine n'avait rien donné. Il a fallu recourir aux armes pour arrêter Laurent Gbagbo avant de le transférer à la CPI. Après cet acquittement qui intervient 10 longues années après les faits, on est tenté de se dire, Robert Loubaré, tout ça pour ça? Tout ça pour ça. Et oui, et je pense qu'en allant dans un procès, comme on aime le dire, on doit être conscient qu'on a 50% de chances de gagner ou de perdre. Voilà, donc oui, tout ça pour ça, c'est normal, c'est dans la normalité. C'est dans la normalité, oui. Tout ça pour ça. Oui, mais c'est un camouflet pour l'ONU, pour les forces françaises qui étaient intervenues dedans, la diplomatie française, tous ceux qui se sont alignés derrière le camp Ouattara pour accuser, c'était pratiquement en réalité, le procès devait simplement, aux yeux de beaucoup de gens, devait juste venir constater la culpabilité de Laurent Gbagbo. Tout le monde était convaincu qu'il était coupable de ça. Rappelez-vous du matraquage médiatique de l'époque sur sa culpabilité, sur les faits qui ont été décrits avec exactitude. Au procès, on a vu qu'il y avait des simulations. Il y avait des images qui étaient des images fausses, qui étaient montées. Donc on a fabriqué tout ça, en fait. Il y a eu beaucoup de fabrication. Oui, celui qui a suivi le procès, il y a eu beaucoup de fabrication. Et heureusement, ce procès qui a été libre et équitable là,
a permis de dégonfler, ou en tout cas de défaire, beaucoup de dossiers, beaucoup de chefs d'accusation. Et le résultat, c'était évidemment l'acquittement qui s'imposait. Donc, c'est un camouflet pour tous ceux qui avaient organisé ce procès-là, en se disant que de toute façon, il n'allait pas s'en sortir. Un camouflet, donc, pour ceux qui ont organisé le procès. En tout cas, Laurent Gbagbo, il le dit, et je le répète, ce que je peux dire aux Ivoiriens et à tous ceux qui nous ont soutenus dans ces moments difficiles. Il ne faut jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. N'abandonnons donc pas tout ça pour ça. En tout cas, 10 ans après, c'est long, mais il est libre. Il est libre, Laurent Gbagbo. Il est libre, Charles Blé Goudé. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 129 qui recevait pour vous Robert Yougbaré, maître assistant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Merci pour vos éclairages. Merci beaucoup, Serge. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Joachim Vokouman, journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Merci Joachim Vokouman pour vos éclairages. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à Aminata Peggy Sanogo pour sa gestion sonore de cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui les ont si brillamment assistés. Merci à vous toutes et à vous tous qui m'accordez le privilège de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Et n'oublions pas de toujours prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.